Vidéaste.eu. Vidéaste.eu. Bonjour. On se fait la piste ? Bah ouais. Ça me gêne un peu que ce soit trop close-up. Hein. Moi, j'aime pas quand il y a un zoom sur moi. Bizarrement. Hein. Alors que c'est quand même un exercice narcissique. Hein. Bon, allez, parlons bien, parlons peu, parlons bien. Hier, je me suis dit, mais pourquoi tu t'es prêté à ce jeu de vidéos, de films? C'est triste ce que je vais dire. Mais je pense que c'est pour l'histoire, avec un grand H. Je pense qu'un jour, parce que je serai posthume, que ma parole est posthume. Posthume, post-mortem. C'est-à-dire qu'un jour, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, quand je ne serai pas là, il y aura peut-être un historien, un thésard, qui va aller chercher dans les archives les femmes d'origine musulmane qui ont parlé. Il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'autres. On n'est pas très nombreux. On est 5, 6 en France à dire de femmes d'origine de culture musulmane, d'origine de culture musulmane. Voilà. Donc cette vidéo-là, c'est pour l'histoire. Dans nos cabinets aussi, on remarque un changement radical de la psychopathologie, de la pathologie. La psychanalyse aujourd'hui est en très grosse difficulté devant la société telle qu'elle est. On ne comprend plus, c'est-à-dire que la psychopathologie freudienne, elle est en difficulté. On pensait que c'était acquis, que la bonne névrose, la bonne psychose et la bonne perversion. Donc aujourd'hui, on a des choses un peu complexes, quoi. Alors soit c'est la perversion généralisée, soit c'est la psychose généralisée, je ne crois pas. Quand même, il y a des choses très complexes. On a une explosion dans nos écoles des gamins dits TDAH. Moi, je ne crois pas trop. C'est des gamins, ils n'arrivent pas à se concentrer. En même temps, on leur a mis un portable dans les mains à 2 ans. Hein. C'est babysitter électronique, ça a sauvé beaucoup de parents, mais enfin, ils le payent bien cher après, quoi. Je ne comprends pas qu'on puisse être scellé à son portable. Il y a quelque chose, comme je travaille beaucoup sur le corps, qui s'est refermé. C'est-à-dire qu'on n'est que des corps, aucun partage, on est des corps isolés, chacun comme ça. C'est très complexe. Mais bon, ça m'intéresse. Tout le monde le sait, hein, j'ai 23 ans de psychanalyse derrière moi. C'est vrai, quand on termine une psychanalyse, on dit tout a été dit. À la fin d'une analyse, si une analyse est rondement bien menée, parce que j'ai fait beaucoup de tranches, moi, d'analyse. Ma dernière, elle s'est terminée l'année dernière, j'ai repris une tranche. À la fin d'une analyse, on laisse tomber la taux de puissance infantile, on laisse tomber le contrôle, on laisse tomber tout ça. Moi, j'avais des grosses valises, énormément de valises, au vu de mon histoire. Tout le monde le sait, je vais le dire. Je suis née en Tunisie. Je viens d'une famille qui ne m'a absolument rien imposé, des gens lettrés, très lettrés. Mais j'ai mis 23 ans de travail psychanalytique pour me débarrasser des signifiants de ma culture d'origine qui sont inscrits sur le corps. Moi, j'ai vécu toute ma vie avec un père qui était certainement frustré d'être en même temps occidental, mais pris dans son monde maghrébin, arabo-musulman, etc. Quand il était énervé contre moi, maintenant je le sais dans l'après-coup, c'était sa propre colère, il se trompait de colère, quoi. Il m'utilisait comme un bouc émissaire. Je ne veux plus être le bouc émissaire de personne. Je ne veux plus, ni dans un couple, ni dans une relation amicale. Si je sens que dans une amitié, il y a quelque chose qui se déplace, qui se projette sur moi, de la colère ou de l'agressivité, hop, clac, coupé. Je coupe. Moi, je regarde, vous voyez, j'ai une position comme ça de voyageuse. Je sais que c'est un voyage que je fais, un voyage dans le temps, un voyage dans la vie. Je suis consciente de la finitude, je suis consciente de la mort. Hein. Tout ce qui arrive, ça fait partie du voyage. Et donc dans ce voyage, je rencontre des nouvelles pathologies, des nouvelles façons de voir les choses. Bon voilà, c'est ma deuxième vie qui commence là. Je quitte la Bourgogne et... C'est une habitude ? Oui, quasiment toutes les semaines. Voilà ma vie entre 2 trains, c'est génial. Ça reste un plaisir. Ça reste un plaisir. C'est un peu fatigant, mais ça reste un peu. Je passe quand même, pas des heures, mais quelques heures à attendre le taxi à Paris. Je peux me permettre. C'est le seul luxe que je peux me permettre. De prendre des taxis, ou alors je marche beaucoup.
Paris, ce que j'adore, c'est que je marche énormément ici. Je fais des kilomètres. Je fais tout à pied. Le soir, bien sûr, je prends des taxis, mais je crois que j'ai pas pris le métro depuis 5 ans, 5-6 ans. Ouais, j'adore. Hein, c'est mon quartier. J'adore. J'adore parce qu'il y a ça, en fait, je crois. Je crois que je retrouve un mélange comme ça de la campagne et de Paris, en fait. Voilà. Il y a le bon jardinier de Daguerre. C'est pas la Bourgogne, mais c'est Paris, avec le côté campagne. Et c'est top, c'est génial. C'est top. Plateau de fruits de mer, il y a des petits restos. J'adore, j'aime Paris. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas aimer dans l'exclusivité. Il fallait que j'aime deux, quoi. Donc j'aime la Bourgogne, je peux pas m'en passer, et j'aime Paris. Pas exclusive, voilà, je partage. Et donc j'ai cette chance quand même de pouvoir avoir les deux. Je suis en exil, mais partout. Et en même temps, et paradoxalement, partout chez moi. C'est-à-dire que voilà, je peux pas être enracinée uniquement en Bourgogne, même si la Bourgogne c'est quand même ma terre. C'est quand même mes racines. Les racines neuves, mes racines quand même. En revanche, j'ai besoin de trahir, de partir. Je ne peux pas être assignée à résidence. Ça, c'est une trace de l'exil, je crois. Alors, on fait de l'exil comme on fait des deuils, comme on fait des malheurs ou des joies, ce qu'on peut. Moi, j'en ai fait ça. Ce mouvement, il n'y a pas un autre mot, un mouvement, et physique et psychique. Tout le temps, c'est le ressac, comme ça, la mer. Donc, je vis pas au bord de la mer, mais en moi, il y a quelques houles qui part, qui revient, en mouvement, toujours en mouvement, entre deux trains, entre deux taxis, entre deux quartiers. Finalement, j'ai cette chance inouïe, moi, de marier la campagne, parce que j'habite vraiment à la campagne, et Paris. Et j'habite à Paris, j'habite à Paris. Et donc, je travaille en Bourgogne, je travaille aussi à Paris, mais d'une autre manière, c'est-à-dire des conférences, des choses. C'est le nirvana. Et du coup, c'est vrai que arriver au train, c'est vraiment l'essence de ma vie. La métaphore de ma vie, c'est ce train, quoi. Et dans ton jardin, c'est un peu comme ça. C'est comme ça, vraiment. Comme ça. Voilà. J'ai pas de piscine, contrairement à ce que les gens aiment, piscine. Il fait 10 mois dans l'année, il fait moche. Et non, j'ai pas de piscine, mais j'ai un bassin, je suis très fière de ce bassin. Et en fait, j'adore regarder la nature, elle est forte, quoi. C'est Dieu, c'est le Dieu de Spinoza. Hein. Comme j'ai toujours besoin d'une transcendance, et ben, c'est mon jardin. J'ai appris ça de ma mère. Elle pouvait rien faire pour ses enfants, mais pour son jardin, elle se réveillait à 5h du matin pour l'arroser. Ah ouais, c'est... Elle m'a transmis ça, elle m'a transmis des choses, quand même. Cette pauvre femme. Je dîne souvent ici avec mes amis. Je donne tous mes rendez-vous ici, c'est mon deuxième bureau. Beaucoup de rendez-vous avec des journalistes ou autres ici. Je n'ai pas atterri à Paris, moi. Hein. J'étais direct en Bourgogne. Hein. Mais après, j'ai fait des études à Paris. Mes études post-fac, quoi, en doctorat. J'ai fait une thèse à Paris, à Nanterre, il y a longtemps. Et donc Paris, je suis tombée amoureuse. Je suis tombée absolument amoureuse de cette ville. Un peu moins maintenant, quoi. Je vois des choses c'est un peu le souk. Mais c'est Paris, ça reste éternel, ça reste. C'est le cœur qui bat de la France. Mais ce n'est pas la France. La France, c'est là où je vis. La France, c'est la ruralité. La France, c'est la paysannerie. La France, c'est les petites gens. Pas les gens qui sont rien, comme disait Macron. Hein. Ça, c'est une très mauvaise expression. Hein. D'abord, il s'est trompé parce qu'on dit les gens de rien, pas les gens qui ne sont rien. Les gens modestes, les gens qui luttent chaque matin et chaque soir pour pouvoir mettre du gasoil, parce qu'on n'a pas de tram, on n'a rien. La France qui est restée, la France, quoi, avec des cousinades, des classes, des lotos dans les villages. Alors je ne participe pas trop, je suis très... J'ai une vie assez schizophrénique d'ailleurs. C'est-à-dire que quand je suis à Paris, je sors, je dors très tard, je vois pléthore d'amis. Et en Bourgogne, je suis vraiment dans une solitude radicale. Je vis
dans une grange que j'ai retapée, qui est vraiment mon sanctuaire. Et j'écris là-bas. J'écris, je lis, je suis en contact avec la nature. Oui, j'ai une petite valise. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Il y a plus de livres là-dedans. Je lis beaucoup d'essais, moins de littérature. Quand j'étais gamine, je lisais énormément de littérature. Beaucoup de littérature. Là, c'est compliqué de trouver de la vraie littérature. Et puis, je lis des essais. Là, je suis en train de lire un truc. Ah ouais, c'est joyeux. C'est très joyeux, mais bon, il y en a tellement. Tous les jours, je lis. Alors, ça va t'intéresser parce que quand tu liras mon livre, j'ai une façon d'écrire qui est cinématographique. C'est-à-dire que je zoome avant, je zoome arrière, je fais des travelling. Génial. Ouais. Et quelquefois, quand la vie, elle est malmenante, elle est méchante, eh bien, je me retire un petit peu et j'actionne une espèce de caméra imaginaire, y compris sur ma propre vie, en me disant, bon, allez, je vais prendre de mes nouvelles, là, qu'est-ce qui se passe, ça va, comment tu vas, je me parle. Et j'ai regardé mon lit dans ma chambre, et en fait, j'ai un très grand lit, et dans la moitié du lit, il y a des livres. Et j'avais pas réalisé, c'est-à-dire je vais prendre un bouquin, parce que je lis quand même, depuis le temps que je lis vite, et beaucoup en diagonale. Et du coup, je sors un bouquin, je sors un autre, je les mets comme ça. Et en fait, ils me prennent toute la place dans le lit, quand je suis seule. En fait, c'est intéressant parce que pendant les trains, pendant ces mouvements, j'écris. Ouais, j'écris. Dans le train, j'écris. Je peux prendre un train pendant 5 heures, je m'en fiche. Je bosse. Voilà. C'est mon destin, en fait. Depuis toujours, je me suis dit que j'avais un destin avec la voix. Quelque chose à dire. Que j'avais toujours l'impression que j'avais quelque chose à dire. Et en effet, j'ai quelque chose à dire. Voilà. Donc ça passe par l'écrit, pas que l'oral, ça passe par l'écrit. Et puis j'aime la littérature, j'aime les mots, j'aime écrire. Si j'écris pas, je sais pas pourquoi je serais là sur cette terre. C'est une souffrance un peu l'écriture quelquefois. C'est un grand plaisir, c'est une grande jouissance. Et ça m'arrive d'écrire un truc, je dis waouh, c'est génial, oh là là, je suis heureuse. Voilà, je vais me coucher, je suis heureuse. Le lendemain, je descends, je relis. Oh, c'est de la merde en barre. C'est pas vrai. Allez, j'efface, c'est nul, je suis nulle. Et je recommence. Et finalement, d'abord, j'ai pas le choix. Ça m'est tombé dessus depuis que je suis petite. J'avais pas le droit de sortir, j'étais vraiment en prison. Eh bien, j'allais dans la bibliothèque. Et il a oublié qu'il m'a laissé quelque chose avec laquelle je me suis rebellée, en fait. C'est-à-dire qu'il a donné le bâton pour se faire battre. Et la France a fait la même chose. C'est-à-dire que j'ai appris ici, je dois tout à la France. J'ai appris ici par ma formation, par les idéaux des Lumières, qu'on pouvait se battre pour ses droits. Et en fait, je me bats aujourd'hui contre une partie de ce que fait la France aux autres, au nom des Lumières, en fait. C'est incroyable. Je fais exactement la même chose que j'ai fait petite. Et secondo, ça a un prix, quoi. Hein. Je peux pas comme ça. Ouais, je vais écrire. Apparemment, chaque Français aurait un manuscrit dans sa table de chevet. Après, moi, je souhaite à tout le monde, mais moi, je suis tombée dedans. Enfin, c'est mon désir, c'est mon essence. Je peux pas faire autrement. Les mots. J'ai eu très jeune mon bac, très jeune, 15 ans. J'ai sauté des classes, en fait. En fait, c'est pas une histoire de génie. Hein. Je suis pas une génie. Hein. Je suis intelligente. Je suis pas une génie. Quand j'étais petite, j'étais très très collée à ma mère. Très collée à ma mère, vraiment. Fusion-confusion. Ma mère était instite. J'avais 3 ans, elle m'a mis à la maternelle. Je hurlais, H24. À tel point qu'on m'a virée de la maternelle. Donc ma mère n'avait pas d'autre choix parce que quand elle me prenait des nounous ou des babysitters, je hurlais ma mère. Je ne voulais pas me séparer d'elle. La seule possibilité qu'elle a trouvée, c'est de m'emmener avec elle à l'école. Donc à 3 ans, je suis partie avec ma mère à l'école. Donc elle me disait, chut, tu
te met au fond de la classe et tu dis rien. C'est Marcel Pagnol. C'est exactement la même chose. Je t'assure que c'est exactement la même chose. Et puis, mi-CP, je savais tout. Et donc, je passe en CE1. Voilà. Ou en CE2, je crois. CE2. Je passe en CE2. Et donc, voilà. Donc, je vais au collège, j'avais 9 ans. Mon père était très très dur. Et je me souviens une fois, j'ai rien fait, quoi. J'avais ouvert la fenêtre en plein hiver. Et la prof m'a dit il faut fermer la fenêtre, mademoiselle. Avec 13 ans, elle m'a fait un mot. Je me suis pris la foudre à la maison. Donc non, j'avais très très peur. Je respectais énormément la loi. Donc j'étais rebelle ailleurs, chez moi. J'ai jamais été rebelle à l'école. En tout cas, je savais que l'école, c'est ce qui allait me sauver la vie. Il fallait que j'évite vite mon bac. J'étais une très bonne élève, sans être faillot. Non, je bavardais pas. Non, j'étais une élève modèle, entre guillemets. Mais j'avais peur, en fait. J'avais peur des représailles de mon père. De toute façon, les bulletins, c'était toujours, quand ça arrivait, une boule, quoi. De bonnes notes, et il faut qu'il y ait une mauvaise note et je me prenais la foudre de Dieu. T'as pas lu des livres? Non, t'as pas lu. J'aurais dû t'en emmener un quand même. Bon, la prochaine. Avec un autographe. Avec, oui. J'aime bien faire des autographes. J'étais à Bruxelles la semaine dernière, j'en ai fait plein. Et le signe. C'est bien, signer. C'est quand même un acte de signer. Je signe, je persiste et signe. Finalement. À Paris énormément. Je vais beaucoup à Bruxelles, en Allemagne. Là, je vais aller aux États-Unis quand même l'année prochaine. C'est bien que les États-Unis s'ouvrent à ce genre de problématiques. Et puis, je vais énormément en Israël. Quelquefois, des personnes me lisent et me disent mais oh là là, tu parles de toi dans des détails un peu. Bon, alors, moi, je m'en fiche parce que à partir du moment où je l'ai écrit, c'est plus moi. Finalement, quand on écrit un livre, il ne vous appartient plus. C'est l'autre, c'est le lecteur qui l'interprète. Et c'est très intéressant quand je vais dans des conférences et que j'entends un retour là-dessus, parce que quelquefois, c'est très souvent d'ailleurs, les personnes voient des choses que moi je n'ai pas vues. Enfin, je les ai écrites parce que j'en écris avec son corps, avec son âme et avec sa vérité propre. Et les gens m'ont renvoyé quelque chose hier qui me fait vraiment plaisir, que j'avais compris d'un après-coup, mais ils m'ont dit finalement cette dureté qu'a mon père, cet investissement massif de l'école, ça m'a sauvé la vie. Et le fait qu'ils me disent bon allez, casse-toi, c'était trop rebelle, tu peux pas vivre ici, casse-toi. Ma mère me disait une femme, ça doit être indépendante. Hier, quand la femme m'a dit bon finalement tes parents c'est grâce à eux. Hein. Et j'ai dit oui. Donc il y a quelque chose qui s'est clôturé pour moi. Mon histoire est terminée avec eux. Ils m'ont donné la vie, ils m'ont donné ce qu'ils m'ont donné, pris ce qu'ils m'ont pris. Aujourd'hui, voilà, je continue la transmission avec mes propres enfants. En tout cas, je suis là, je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à cette histoire. En tout cas, c'est comme ça que je prends tout dans la vie. Tous les malheurs qui puissent m'arriver, les et l'autre. Je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. Donc ce soir, je vais présenter dans une conférence psychanalyse et littérature, je vais présenter l'ensemble de mon œuvre, et y compris les 3 livres, la trilogie que j'avais écrite là en 4 ans. La première, Soumise, la deuxième, Un corps perdu, et la troisième, Un corps retrouvé. Donc ça se termine sur une très bonne note, Un corps retrouvé, puis un corps qui est retrouvé enfin. Et c'est incroyable parce que c'était presque prémonitoire. Je termine mon dernier livre sur le 7 octobre, où je dis que les terroristes du Hamas ont violé, tué des gens qui étaient acquis à leur cause finalement, qui allaient faire la fête, et qui étaient de gauche, c'était des gens de gauche, c'était pas des extrêmes du tout, c'était des gens qui travaillaient avec les Palestiniens, etc. Bon. Et donc je finis là-dessus en disant on ne peut pas ne pas s'en émouvoir parce que, comme on dit en arabe, après le samedi, il y aura le dimanche, c'est-à-dire après Shabbat, il y aura le dimanche. Moi, ce que je vois ici, c'est les prémices de ce qui pourrait se passer dans notre pays. L'histoire se répète, disait Shakespeare, sous 2 formes. Soit une tragédie, soit une comédie. Il y a une violence dans notre société aujourd'hui, catastrophique. Catastrophique.
bizarre, j'aime ce bruit. Ah ouais? Ouais. L'ordre, il y a de l'ordre. Il y a quelque chose, des protecteurs. Qui a un prix, hein, parce que la liberté, elle a un prix. Hein. Une solitude radicale comme ça. Parce qu'on ne peut pas faire ce que je fais en étant dans une espèce de fusion avec un autre. Bon, il faut faire des choix finalement. Nous sommes nos choix. Donc, mon choix, c'est celui-là. C'est de consacrer ma vie à donner de la voix. Je disais à quelqu'un hier que vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Il y a une seule chose que je ne supporterai pas, c'est ferme ta gueule. C'est fatigant quand même de passer sa vie à se battre. Je crois que le jour où je m'arrêterai, je partirai. Tu représentes une certaine liberté de la femme. Absolue. Absolue. C'est génial. Écoute, franchement, je me suis réveillée ce matin. Je me suis réveillée très, très tôt. Et la première idée qui m'est venue, j'avais du soleil chez moi. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je suis heureuse. Vraiment, je suis hyper heureuse d'être libre. Donc, pour l'instant, voilà, moi je profite au jour le jour. Alors, je suis pas dans le moment présent, mais quand même, un peu, ouais. Je suis plutôt... je suis un peu sur les méditations de Montaigne qui dit quand je danse, je danse, quand je mange, quand je dors. Il faudra que la mort vienne me trouver en train de planter mes choux. Et quand bien même mon jardin ne sera pas fini, c'est pas grave. C'est pour ça que je savoure chaque instant. Là. Vraiment, chaque instant, là, je me dis waouh. Et la liberté, elle a un prix. Hein. Vous n'imaginez pas à quel point la liberté est compliquée, quoi, parce qu'elle implique une responsabilité, elle applique des choix, et elle applique des sacrifices aussi. Je veux dire, la vie que j'ai aujourd'hui n'est pas venue comme ça parce que ça m'est tombé du ciel. Non, non, moi j'ai bossé, j'ai travaillé, j'ai bossé, j'ai trimé, j'ai eu des rejets. Là où j'en suis aujourd'hui, je l'ai gagné. Je suis une self-made woman. Hein. Self-made woman. Voilà. Mais libre, ouais, libre. Je pense que je suis libre. Dans ma tête, en tout cas. Peut-être pas libre dans la société, parce qu'on ne peut pas être complètement libre, parce qu'on habite en société, dans un collectif, et on ne peut pas faire ce qu'on veut. La liberté, les gens disent, elle fait ce qu'elle veut. Non, non. La liberté, c'est surtout pas. C'est le contraire de faire ce qu'on veut. C'est de faire ce qu'il faut. Voilà. Je vais peut-être prendre un autre café. Et là, je suis sur un livre qui s'appelle Apostat grâce à Dieu. Alors, je ne sais pas si je vais l'appeler comme ça, parce que eux, ça les choque. Apostat grâce à Dieu. Donc j'ai fait 202 entretiens avec des apostats de l'islam, je précise quand même, c'est important. Tout l'été, je vais passer à écrire sur les apostats. J'espère leur rendre hommage comme il se doit. J'essaye d'être vraiment rigoureuse et je suis une travailleuse de toute façon. Donc je vais vraiment essayer de faire passer quelque chose de l'essence de leur combat. Les enfants perdus de la République, hein, parce qu'on les oublie. Hein. On dit les musulmans, les pauvres musulmans, on ne peut pas, c'est raciste, on ne peut pas, nanana. Et ceux qui ont choisi de vivre sous la bannière de la République dans une liberté de conscience, ça on les oublie, ils sont menacés de mort, ils sont tabassés, on s'en fout. Donc j'espère pouvoir, moi, à mon humble échelle, pouvoir porter quelque chose. Et comme je suis quelqu'un de très têtu, et ben je porterai leurs paroles jusqu'au sommet de l'État. Voilà. J'en ai entendu 200, c'est quand même un corpus assez intéressant, assez significatif, où j'entends qu'eux, ils sont menacés parce qu'ils ne veulent plus croire. Hein. Non mais dans quelle religion, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc ils se cachent, ils sont menacés, ils sont doxés, ils sont... et c'est pas possible. Tous français. Tous français. Nés en France. De parents nés en France. Pourquoi je parle des apostats? Parce que ce sont des citoyens, quoi. Et pourquoi la France ne les protège pas? Pourquoi elle veut protéger les islamistes, là, les fichiers S qui se présentent sous la bannière LFI, et pas les apostats? Personne n'en parle. Tout le monde s'en fiche des apostats. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je réfute un peu ce terme d'apostat. Ça fait un peu un adolescent rebelle. Moi j'aime bien ex-musulman, ça c'est bien. Non, mais apostat en islam, il y a une sourate du Coran qui dit saisissez-les et tuez-les là où vous les trouvez. Et donc quand tu dis apostat, tu prêtes le flanc. Ça va avec toutes les religions, sauf que c'est une traduction du mot irtided
en arabe qui veut dire il a renoncé à sa religion. Freud a cette phrase, l'islam s'est arrêté parce qu'il n'y a pas eu de meurtre symbolique du père. En fait, les gens oublient que la démocratie est une couche très fine, que la civilisation est une couche très fine. C'est une pellicule et qu'on peut, paf, tout est contingent, tout est éphémère en fait. Même la démocratie, même une démocratie aussi vieille que la France, on peut la faire exploser en 1000 morceaux. Quoi. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Puisque la liberté d'expression, quand même, c'est pas simple. Hein. Comme tu le sais, je pense que je suis menacée de mort. Ce qui me sauve, c'est que je suis psy. Hein. Donc, comme on parle au téléphone bien avant, alors j'espère que je suis une bonne psy et que j'entends des fausses notes. On ne sait jamais. Hein. C'est fastoche hein, quand même. Tu prends un rendez-vous avec moi, tu dis que tu es journaliste. Puis bang. Je sais que j'ai des menaces. Je sais que je les prends au sérieux. Je sais que je fais des choses pour me protéger. En revanche, je ne vais pas faire comme les patients qui ont des angoisses de mort et choper la double peine. Donc tu vas mourir de toute façon. Tu sais, je vais mourir assassiné ou pas. Et puis de toute façon, je n'accepte pas qu'on me fasse fermer ma gueule, jamais de la vie, par des menaces. Ça, j'ai soupé. Ça, c'est bon. Et en fait, nous, on n'a pas le droit. Nous, les modernes, nous, les gens de la lumière, c'est nous les fachos, c'est nous les islamophobes, c'est nous les extrêmes droites. Ras-le-bol, en fait. Et moi, je fais partie des gens comme Mila, comme d'autres, qui sommes taxés de je ne sais quoi, invisibilisés, on veut nous silencier. Moi, je ne veux pas qu'on me ferme ma gueule. En fait, moi, mon désir, tel qu'il est apparu au bout de 23 ans de vivant, c'est de pouvoir dire quelque chose, d'avoir de la voix, puisqu'on m'a toujours dit de chut. Et aujourd'hui, dans ce pays que j'ai choisi, qui est le mien, il faut que je ferme ma bouche. Elisabeth Badinter, que j'aime beaucoup, dit à force d'être tolérant, nous avons toléré l'intolérance, l'intolérable. Et aujourd'hui, la situation, on est tous responsables. Certains, comme disait l'autre, plus que d'autres, y compris Macron. Parce que nous, on est là avec Fadila Maroufi, avec Fatia Boujalat, avec d'autres. Pas beaucoup, on n'est pas beaucoup, mais on est des femmes. C'est avec les femmes que ça va changer, justement. Moi, je suis plus en danger avec les mélanchonistes qu'avec RN. Puisqu'ils ont des islamos compatibles avec eux, les imams. Ils veulent instaurer l'islamophobie comme un délit, quoi. Donc moi, je vais passer ma vie dans le djihad judiciaire, quoi, comme Mila. On n'a pas le droit, en France, de dire ce qu'il en est. Je sais pas, je diffame pas. Je dis ce qu'il en est. Je m'autorise à partir de ma propre expérience et quand même de mes recherches et quand même je m'autorise aussi avec mes diplômes. Je suis pas là en train de diffamer les gens, de dire que l'islam c'est dangereux, que l'islam est incompatible avec la République, avec les droits des femmes, avec ma liberté. On t'égorge quoi. Bon, qui m'égorge. Il faut sans cesse qu'il y ait des gens qui combattent et qui défendent la modernité, les Lumières, l'Occident. Regarde, on est attaqué aujourd'hui. L'Occident est attaqué. De l'extérieur et de l'intérieur. Et surtout de l'intérieur. Très attaqué de l'intérieur. On veut tout déconstruire, on veut faire abattre l'homme blanc. On veut plus de différence en fait. On veut plus de différence. Différence des générations, différence des sexes. Ça, c'est l'état du pays. C'est ce qui nous mène à notre perte. C'est qu'on puisse plus dire les choses, considérer cette religion qui grignote tout comme une religion adulte. C'est très infantilisant de dire oulala, on ne peut pas parler, il faut être tolérant. Voilà. Mais bon, c'est mon combat, hein. Il ne s'arrêtera jamais, je pense. Voilà. À bientôt, bonne soirée. Bisous. Merci, ciao. Ciao. Je
préfère être égorgée qu'on me ferme ma gueule. Vidéaste.eu. 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 Vidéaste.eu.